Et toi, devant ton écran. Ceci est pour t'inciter à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo en cliquant sur ce joli pouce bleu, puis à partager un max avec tout le monde. Salut tout le monde, c'est Gaëls Daydream, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente période des fêtes. Cette semaine, j'ai décidé que pour Noël, j'allais vous offrir non pas un thread, mais 2 threads d'horreur réels qui se seraient passés durant la période de Noël. Bien sûr, ces threads sont des témoignages sur des forums, donc on va assumer qu'ils sont réels et on va faire confiance à la sincérité des personnes. Sur ce, je ne vais pas faire plus long, je ne vais pas vous faire plus attendre et je vous souhaite plein de petits frissons. À Noël, il y a de ça 3 ans, j'ai passé un séjour dans une maison de plage située au bord de l'eau avec mon petit ami. C'était une belle grande maison bien aménagée pour profiter de la vue sur l'océan et pour se détendre. Mais malgré ça, l'endroit avait une ambiance effrayante. Du moins, c'était mon ressenti. Une nuit, pendant que je dormais, j'ai rêvé que j'étais en train de me noyer. Je me suis réveillée en sursaut et en haletant, et sur le coup, j'avais l'impression qu'il y avait des mains autour de mon cou, que quelqu'un m'étranglait, quoi. La sensation était vraiment réelle. Mais ce n'était pas que ça. J'avais aussi l'étrange sensation que quelque chose essayait d'entrer de force dans mon corps et que mon corps expulsait cette entité, qu'il la refusait. Il faut vous dire qu'à l'époque, j'avais 34 ans et que jusque-là, je n'avais jamais eu de terreur nocturne ni rien vécu de similaire à ce que j'avais vécu cette nuit-là. Quoi qu'il en soit, le lendemain, je me suis convaincue que tout ça n'était qu'un mauvais rêve, rien de plus, et ma journée s'est déroulée normalement. Le soir même, je suis allée à une fête de Noël avec mon petit ami, et la soirée se déroulait dans une maison de plage à plusieurs kilomètres de là où nous étions. Donc, il fallait qu'on y aille en voiture, quoi. Comme nous avions un petit peu trop bu à cette soirée et que nous étions quand même des personnes responsables, nous avons décidé de passer la nuit sur place en offrant notre aide au propriétaire pour le nettoyage le lendemain. Donc, à la fin de la soirée, tout le monde est parti et nous sommes allés nous coucher. Vers 2 heures du matin, j'ai été réveillée par 3 coups à la porte d'entrée. Je me sentais un petit peu dans les vapes à cause de la fatigue et de l'alcool et je commençais à me dire que c'était juste un rêve quand j'ai entendu les 3 coups de nouveau. J'ai alors décidé d'aller vérifier. Je me suis dit que quelqu'un avait peut-être oublié ses clés ou un truc du genre. Pour vous situer, ma chambre était au 1er étage et il y avait une grande fenêtre qui donnait directement sur la porte d'entrée. J'ai donc ouvert la fenêtre pour voir qui c'était, mais il n'y avait personne. Il n'y avait personne devant la porte, personne dans l'allée, et personne ne marchait près ou loin de la maison dans la rue. La rue était déserte. Encore le lendemain, après avoir aidé notre ami à ranger sa maison, nous sommes rentrés dans notre maison de vacances que nous avions louée pour la semaine. Et dès que j'ai franchi le pas de la porte, j'ai commencé à me sentir vraiment mal à l'aise. Mais je m'étais convaincue que j'étais juste paranoïaque et que mon imagination me jouait juste des tours. Mais ce soir-là, après le dîner, nous avions tous les deux, avec mon petit ami, entendu quelqu'un monter les marches des escaliers menant à notre porte d'entrée et frapper 3 coups à la porte. Quand nous avons ouvert la porte, nous n'avons bien sûr trouvé personne. À la fin de nos vacances, nous sommes bien sûr rentrés chez nous et après notre retour chez nous, nous avons entendu frapper à notre porte d'entrée à plusieurs reprises et ce pendant 1 mois environ. Puis, tout à coup, tout aussi subitement que tout ça a commencé, ça s'est arrêté.
À ce jour, je me demande toujours ce que c'était. Je me demande qu'est-ce qui nous a suivis de cette maison de plage à chez nous et pourquoi cette chose a-t-elle tenté de s'immiscer dans nos vies. Alors si vous avez des explications, si vous avez vécu des choses similaires ou si vous pouvez nous donner des explications logiques aussi, pas que paranormales, je serai contente de les lire. J'espère que cette première histoire vous a plu et maintenant nous allons passer à la seconde histoire. Pendant la semaine du 24 décembre, nous avons reçu des appels téléphoniques pour le moins effrayants. Pour vous raconter l'histoire, nous allons faire un petit bond dans le temps en 1981, alors que je n'étais qu'un enfant. À l'époque, nous vivions à la périphérie de la ville. Nous avions un voisin directement à côté de chez nous. Et en bas de la route, à environ 500 mètres dans chaque direction, il y avait d'autres voisins. Donc, les seuls voisins qui pouvaient voir notre maison étaient ceux qui étaient juste à côté de chez nous et qui d'ailleurs étaient nos amis. À une centaine de mètres de l'autre côté de la chaussée, juste devant notre maison, il y avait un moulin abandonné. Je n'y suis jamais allée, même pour jouer, et je n'avais jamais vu de voiture ni de personne y aller ou en venir. La propriété était clôturée avec une clôture grillagée haute et de grosses chaînes verrouillaient les portes. Tout a commencé un samedi. Mes frères et moi jouions dehors et nous venions juste de rentrer pour déjeuner quand le téléphone a sonné. J'ai répondu et un homme a demandé à parler à ma mère en la demandant par son nom. Ma mère a pris le combiné et l'homme lui a demandé si mon père était à la maison en le citant aussi par son nom. Elle lui a répondu que mon père n'était pas là pour le moment. Là, le visage de ma mère a affiché une expression de terreur sans précédent quand l'homme au bout du fil lui a dit qu'il savait que mon père n'était pas là et qu'il savait quand il y était et quand il n'y était pas, qu'il connaissait exactement à quelle heure mon père partait généralement au travail et à quelle heure il rentrait à la maison. À l'époque, nous ne savions pas ce que l'homme racontait au bout du fil. Mais l'air effrayé que le visage de notre mère affichait a fait qu'avec mes frères, nous étions focalisés sur ses réactions. Ma mère, terrifiée, a directement demandé à l'inconnu qui il était, mais celui-ci lui a juste raccroché au nez. Quand mon père est rentré le soir, ma mère lui a raconté ce qui s'était passé et il a juste pensé que c'était bizarre, rien de plus. Et il a même rassuré ma mère en lui disant que c'était probablement juste un canular téléphonique de mauvais goût, quoi. Le lendemain, qui était un dimanche, mon père était à la maison et personne n'a appelé. Juste un petit break pour vous dire que, en fait, mon père avait quelque temps auparavant eu un accident dans l'exploitation forestière où il travaillait et a décidé de faire un changement d'orientation dans sa vie et donc prenait des cours universitaires du soir. Donc, pendant cette période de nos vies, mon père n'était souvent pas là en début de soirée. Ceci étant dit, le lundi soir, presque immédiatement après que mon père soit parti à son cours du soir, le téléphone a sonné. Ma mère a répondu et l'inconnu lui a directement demandé « Alors, est-ce que Randy est parti pour la soirée ?» Ma mère a directement commencé à paniquer et elle lui a crié qu'il valait mieux qu'il arrête de téléphoner et que, autrement, elle allait contacter la police. Et pour seule réponse, elle a eu un rire. Mais le genre de rire sinistre et macabre. Ma mère a alors raccroché le téléphone et tout de suite après, le téléphone a recommencé à sonner. Et il a sonné encore et encore et encore. Ma mère a rapidement fait le tour de la maison, elle a verrouillé toutes les portes et toutes les fenêtres, elle nous a formellement interdit de répondre au téléphone et nous étions même interdits d'aller dehors.
À l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Donc, nous n'avions aucun moyen de contacter mon père avant la fin de ses cours et qu'il ne rentre à la maison de lui-même. Mais heureusement, ma mère a réussi à joindre mon grand-père qui est venu et a vérifié tout le voisinage. Je me rappelle qu'il est même allé au fameux moulin pour vérifier si une personne s'y cachait. Mais bien sûr, il n'a rien trouvé. Bref, mon grand-père est resté avec nous jusqu'au retour de mon père. Le lendemain, mon père a sauté sa classe et personne n'a appelé. Il est allé au moulin et il a réussi à traverser la clôture. Mais personne ne semblait se trouver sur la propriété. Il a regardé par la fenêtre du bureau vers l'intérieur du bâtiment et il semblait désert. Il n'y avait que des planches brisées, des toiles d'araignée et de la poussière. Mon père a alors remarqué un panneau avec un numéro de téléphone. Il est alors rentré à la maison et a composé ce numéro. Au bout du fil, il est tombé sur le propriétaire du moulin et le gars ne vivait même pas dans le même état que nous. Le propriétaire nous a confirmé que personne n'avait accès au moulin et que cette ligne téléphonique lui était dédiée à lui tout seul et donc personne mis à part lui ne pouvait l'utiliser. Nous n'avions aucune idée de qui pouvait être notre harceleur et mon père a dû retourner en classe le soir suivant. Comme il ne se sentait pas confortable de nous laisser tout seuls, il a demandé à un ami de la famille de venir rester avec nous le temps de ses cours. Et je vais appeler cet ami Max. Ce soir-là, personne n'a appelé. Le lendemain soir, Max était revenu et est resté avec nous. Et bien sûr, personne n'a appelé. Environ une demi-heure avant le retour de mon père, ma mère a dit à Max qu'il pouvait rentrer chez lui et qu'il n'y avait pas d'inquiétude à se faire, vu que de toute façon la veille, il n'y avait personne qui avait appelé, puis le soir même, personne n'appelait. Bien que pas très serein, Max a décidé de partir. Il n'était pas encore arrivé à mi-chemin de notre allée lorsque le téléphone a sonné. Ma mère a répondu et l'homme au bout du fil lui a directement demandé pourquoi notre ami partait si tôt. Ma mère a commencé à nous crier de rattraper Max avant qu'il parte. Avec mes frères, nous avons crié fort de la porte de la maison et il nous a heureusement entendus. Il est remonté l'allée en courant, ma mère était toujours au téléphone, Max lui a pris le combiné des mains et a commencé à insulter et à menacer la personne au bout du fil avant de lui raccrocher au nez. Max s'est ensuite dirigé vers le moulin, mais il avait à peine dépassé le préau de la maison que le téléphone a commencé à sonner. Max est alors revenu en courant et a répondu au téléphone. Et l'homme inconnu a juste ri. Ce même rire sinistre et macabre. Max était furieux. C'était un grand gaillard baraqué. Il a attrapé une hache et s'est dirigé vers le moulin. Pendant ce temps, le téléphone n'a pas arrêté de sonner. Mais ma mère ne voulait pas répondre. Et nous n'avions aucune visibilité de Max au niveau du moulin, car il n'était pas du tout éclairé. Au bout de la énième sonnerie, ma mère a fini par se résoudre à décrocher le combiné. Et l'inconnu lui a dit qu'il était en train de regarder notre ami. Complètement paniquée, ma mère a rapidement raccroché le téléphone et l'a débranché. Peu après, mon père était rentré chez nous et en écoutant le récit de ma mère, il était furax. Il a pris son pistolet, est sorti dehors et a tiré à plusieurs reprises au sol devant la maison, comme pour dissuader l'harceleur et lui dire que nous étions bien armés. Le lendemain, nous avons contacté la compagnie de téléphone pour changer de numéro. Logique, quoi. Nous nous étions dit, si nous changeons de numéro, l'inconnu ne pourrait plus appeler. Environ un mois plus tard, alors que mon père était invité chez son meilleur ami pour regarder un film, nous étions restés seuls avec mes frères et ma mère à la maison. Pour vous situer, ma chambre était juste à côté de la porte d'entrée. Et vers environ 22 heures, j'ai entendu un coup à la porte. Je me suis levée de mon lit et j'avais vraiment peur de passer le pas de ma porte. Mais malgré ça, j'ai couru chercher ma mère qui était dans sa chambre. Au départ, ma mère pensait que c'était juste la voisine et en se dirigeant vers la porte, elle demandait qui c'était, genre « Hé Clara, est-ce que c'est toi? J'arrive !» Mais à sa grande surprise, personne n'a répondu de l'autre côté de la porte d'entrée. Ma mère s'est alors encore avancée à mi-chemin de la porte d'entrée et a de nouveau demandé le nom des voisins.
Et encore une fois, pas de réponse. Tétanisée de peur, les larmes lui sont montées aux yeux. Elle m'a attrapée par la main et m'a tirée avec elle vers sa chambre à coucher. Une fois là-bas, elle s'est saisie du pistolet de mon père et est repartie vers le salon pour appeler mon père chez son ami. Entre-temps, nous entendions bien la personne marcher et courir sous le préau à l'extérieur de chez nous. Mon père, alarmé, n'a mis que 5 minutes pour débarquer avec son pote. Ils ont vérifié partout à l'extérieur de la maison et dans les environs, mais ils n'ont trouvé personne. Cet incident était le dernier, car ensuite, tout s'est arrêté aussi subitement que ça a commencé. Plus d'appels et plus de toquage aux portes. Mais le fait que ce se soit arrêté ne nous a pas empêchés d'avoir peur pendant vraiment longtemps après ça. D'ailleurs, je ne peux pas vous dire combien de temps après, mais probablement pas très longtemps, notre voisine a commencé à avoir des appels téléphoniques. La personne ne lui a cependant pas parlé. Tout ce qu'elle entendait à chaque fois, c'était une respiration avant que la personne ne raccroche. Elle a par 2 fois eu une personne qui venait toquer à sa porte et la police a même été appelée. Mais aucune trace n'a été trouvée et il n'y avait aucun moyen de dire qui c'était. Notre voisine était célibataire et vivait seule. Elle était vraiment effrayée par les événements et honnêtement, il y avait de quoi. Malgré ça, à ce jour, personne n'a jamais découvert qui était derrière ces appels téléphoniques. Et c'est la fin de cette deuxième histoire. Vous l'avez sûrement remarqué, ces traits tiennent plus de l'horreur psychologique que des screamers, car ce n'est pas un événement ponctuel haut en adrénaline, mais c'est plus un événement qui s'étend plus dans le temps et qui joue plus sur les émotions, quitte à rendre les personnes paranoïaques. D'ailleurs, dans les 2 histoires, on sent que les personnes tendent à douter d'elles-mêmes, à douter de leur propre aptitude à juger les choses. Je dois dire que ça doit être assez stressant et assez effrayant de se dire qu'il y a une personne qui épie tous nos faits et gestes, surtout quand on s'imagine que les intentions de cette personne ne sont pas vraiment très bienveillantes. En tout cas, ce qui est sûr, je ne voudrais pas recevoir ce genre d'appel et je ne vous le souhaite pas non plus. Pour la réponse à l'énigme de la semaine dernière, c'était un secret. Car oui, un secret, quand on l'a, on veut toujours le partager, la plupart du temps, mais une fois qu'on le partage, c'est plus un secret, donc on le perd. Pour cette semaine, l'énigme dit « Plus tu en fais, plus j'augmente en nombre. Qui suis-je » C'est vrai que celle-ci n'est pas évidente, donc j'ai décidé de vous donner un tout petit indice. En fait, c'est quelque chose que nous faisons tout le temps. Sauf quand on se repose ou qu'on est assis. Donc voilà, ça c'est un grand petit indice. Dites-moi dans les commentaires vos réponses et comme d'habitude, la première personne qui me donnera la bonne réponse verra son commentaire épinglé. Voilà, c'est tout pour moi, j'ai plus rien à dire, sauf que voilà, la semaine prochaine, il y aura probablement un True Crime. Je croise les doigts pour terminer les recherches rapidement, comme ça je pourrai l'enregistrer et le préparer. Autrement, je vous souhaite un très joyeux Noël à tous. Passez d'excellentes fêtes en famille, profitez de vos familles, profitez de vos amis et soyez responsables. Sur ces belles paroles, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles histoires bien flippantes.